Jeudi 5 janvier 2023, c'est l'heure du journal sur Télésud. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les principaux titres de l'actualité. Hier, Faure Gnassingbé, le président togolais, était à Bamako pour évoquer le sort des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet lors de sa visite qui n'a duré que quelques heures. Le chef de l'État togolais aurait plaidé auprès de son homologue malien pour une grâce présidentielle en faveur des militaires ivoiriens condamnés il y a quelques jours. Les détails dans ce journal. À Dakar, au Sénégal, une centaine de personnes se sont rassemblées mercredi pour réclamer la libération du journaliste Papa Alé Niang, envoyé en prison depuis 2 semaines pour des informations de nature à nuire à la défense nationale et depuis lors en grève de la faim. Ses confrères qualifient sa détention d'arbitraire et d'injuste. En fin d'édition, nous parlerons des obsèques du pape émérite Benoît XVI, décédé samedi dernier à 95 ans. Ses funérailles ont commencé ce jeudi en présence de dizaines de milliers de fidèles catholiques auxquels se mêlent chefs d'État et têtes couronnées. Voici tout pour le sommet de ce journal. Je vous le disais en titre, l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako est toujours au cœur des tractations diplomatiques. Au lendemain de leur condamnation à 20 ans de prison par la justice malienne, le président togolais Faure Gnassingbé, qui se pose en médiateur dans ce dossier, s'est rendu à Bamako où il a rencontré son homologue Assimi Goïta. Cette visite de quelques heures effectuée mercredi lui aurait permis de plaider pour une grâce présidentielle en faveur des militaires ivoiriens. Explication Mathieu Nicolas. Premier voyage de l'année pour le président Faure Gnassingbé et c'est à Bamako que son avion a atterri. Au pied de l'appareil, Assimi Goïta, l'homme fort du pays, venu lui-même accueillir le président togolais. Je remercie le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et le peuple malien pour l'accueil chaleureux reçu ce jour à Bamako. Nous évoquerons la coopération bilatérale et des sujets d'intérêt commun, notamment la paix, la sécurité et l'intégration régionale. Même si le tweet du président togolais n'en dit pas un mot, le sort des 46 soldats ivoiriens condamnés quelques jours plus tôt et toujours détenus sur le sol malien serait la raison de cette visite de Faure Gnassingbé. Le Togo est médiateur dans la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À Abidjan, cette visite est vue d'un bon œil. Mercredi, le porte-parole du gouvernement ivoirien, interrogé sur la visite, a rappelé que son pays continuait à privilégier la voie diplomatique pour une sortie de crise. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Vous avez noté vous-même que pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice. Ici, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger. Preuve que la voie de la diplomatie est celle privilégiée, la CEDEAO, qui avait fixé un ultimatum au Mali pour relâcher les 46 soldats, a décidé de ne pas sanctionner Bamako. Signe d'un possible dénouement dans ce dossier. On reste au Mali où Al-Qaïda a revendiqué les 2 attaques meurtrières survenues lundi près de Bamako. Ces attaques qui ont visé 2 localités sur l'axe Bamako-Ségou dans le sud-est du Mali ont tué au moins 2 pompiers et 3 civils selon les autorités maliennes. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda dans son communiqué n'a donné aucun bilan de cette attaque.
Au Bénin, la campagne pour les élections législatives de dimanche s'achève ce vendredi à minuit. À quelques jours du scrutin, les 7 partis en lice poursuivent leur campagne. Parmi eux, 3 formations de l'opposition, dont les démocrates de l'ancien président Boni Yayi, qui participent pour la première fois à une élection depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. La Commission électorale nationale autonome, de son côté, est à pied d'œuvre pour le déploiement du matériel dans les différents centres de vote sur tout le territoire. Le prix du carburant à la pompe pourrait augmenter cette année au Cameroun. Le président Paul Biya a prévenu qu'il n'excluait pas cette augmentation. Il a révélé que près de 700 milliards de francs CFA avaient été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants. Comment cette annonce est-elle accueillie dans les rues de Yaoundé? Gaël Diakam et Cyril Guidjoy ont essayé de le savoir. C'est désormais officiel. Le prix du carburant à la pompe sera revu à la hausse au Cameroun en cette année 2023, si l'on s'en tient au discours du président de la République Paul Biya le 31 décembre dernier. Et pour cause, le Trésor public camerounais a déboursé en 2022 une enveloppe de près de 700 milliards de francs CFA pour subventionner le carburant et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. Une décision présidentielle certes connue de tous, mais qui ne semble pas égayer bon nombre de Camerounais rencontrés dans les artères de la ville de Yaoundé au regard de la conjoncture économique actuelle. Nous ne sommes pas encore prêts pour le moment. Les gens ne payent même pas d'abord le tarif. C'est toujours négociable entre le chauffeur et le client. Donc c'est un peu évident, quand ça va s'augmenter, les gens vont marcher à pied. Quelqu'un peut quitter une vanne pour la poste centrale à pied, parce que le taxi n'est pas facile à prendre pour le mois. Même moi, le taxi ne peut pas porter 100 francs maintenant. Une situation qui s'annonce très difficile pour les automobilistes, qui appellent cependant à une augmentation du SMIC au Cameroun pour un meilleur épanouissement de ce secteur d'activité. Ce qu'il faut qu'on augmente les salaires des fonctionnaires pour qu'ils payent bien le taxi. Parce que si on augmente le salaire des fonctionnaires, ça va nous permettre que quand à la fin du mois, les fonctionnaires touchent, le taxi aussi doit être en haut, mais on ne s'en sort pas pour le moment. Quand on va encore augmenter, c'est pour nous envoyer au village. Le chef de l'État Paul Biya, dans son adresse à la nation, invite par ailleurs les Camerounais à faire preuve de patriotisme en l'accompagnant dans sa politique d'import-substitution qui vise à renoncer aux importations et promouvoir la production, mais aussi la consommation du Made in Cameroun. L'État dispose des moyens pour arrêter les importateurs. L'État est quand même le maître du jeu, le patron du jeu. Là où l'État va vouloir que ce soit les produits locaux qui soient partagés, il sait sur quoi il va agir. Une politique prise en compte par la loi des finances 2023, récemment promulguée par le président de la République, octroyant ainsi un financement de 136 milliards de francs CFA aux producteurs locaux. Son implémentation dès ce mois de janvier 2023 permettra à coup sûr au Cameroun non seulement de booster son économie, mais aussi d'asseoir son autonomie financière. Une centaine de personnes se sont mobilisées mercredi à Dakar pour réclamer la libération de Papa Alé Niang, accusé d'avoir diffusé des informations classées secret défense au Sénégal. Depuis son emprisonnement, le journaliste a entamé une grève de la faim et son état de santé ne cesse d'empirer. Ses confrères qualifient sa détention d'arbitraire et d'injuste. Soukaina Skali. À l'hôpital principal de la capitale sénégalaise, Papa Alé Niang, le directeur de Dakar Matin, voit son état de santé se dégrader. Mais à l'extérieur, la mobilisation ne faiblit pas. Mercredi, plusieurs manifestants se sont rassemblés devant la maison de la presse pour réclamer sa libération. Profitons un peu de cette tribune pour demander aux autorités sénégalaises de le libérer encore une fois. Pape Alé Niang n'a rien à faire en prison et sa place est dans les rédactions. Le patron de Dakar Matin est dans le viseur des autorités sénégalaises, accusé d'avoir dévoilé des informations sensibles de nature à nuire à la défense nationale. Les prises de parole du journaliste dérangent. Arrêté en novembre, il avait ensuite été remis en liberté avant d'être incarcéré de nouveau le 20 décembre. Pour ce député de l'opposition, plus que la liberté de la presse, l'incarcération de Pape Alé Niang est une épée de Damoclès sur tous les citoyens. Aujourd'hui, c'est la presse, mais demain, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la presse, demain, c'est un autre acteur qui n'est pas journaliste. Nous sommes tous menacés. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites
Il ne faut pas détourner l'argent des Sénégalais, vous êtes une cible. Dès que vous prenez votre caméra, vous montrez ce que eux ne veulent pas que les Sénégalais voient, vous êtes menacés. Depuis son retour en cellule, Pape Alé Niang est entré en grève de la faim. Seulement, il y a 6 jours, cette grève a pris un tournant critique. Il refuse désormais les soins médicaux. Quelqu'un qui est resté pendant bientôt 1 mois sans manger ne peut pas se porter bien. Ne peut pas se porter bien. Et notre crainte, c'est qu'on va laisser Pape Alé Niang languir à l'hôpital. Languir, de sorte que le jour où il va quitter, il va passer le restant de sa vie à soigner les séquelles de cette grève de la faim. La détention du journaliste a suscité une vague de critiques de la presse et de la société civile contre les autorités. Pas de quoi faire plier la justice. Le parquet de Dakar a une nouvelle fois rejeté la demande de libération provisoire de Pape Alé Niang. Toujours au Sénégal, les banlieues de Dakar sont presque un désert d'infrastructures socio-éducatives. Pour les apprenants de ces milieux, difficile de trouver une bibliothèque ou un centre de lecture capable de les accueillir et de leur fournir des ouvrages indispensables dans leur cursus scolaire. Le constat dans ce reportage de Bargny, à Bargny plutôt, et à Keur Massar Nord, 2 communes situées en périphérie de la capitale sénégalaise où les fortunes sont diverses. Igor Couton. À Bargny, commune située à une trentaine de kilomètres de Dakar, cette bibliothèque, la seule dans cette localité qui avoisine les 70 000 habitants, accueille tous les jours des dizaines d'apprenants qui viennent ici chercher des manuels scolaires et autres ouvrages. Je trouve tous les livres que j'ai besoin. Sciences de la terre, mathématiques, géographie et histoire. Mise en place par une association il y a un peu plus d'1 an et sans réel soutien de l'État, la bibliothèque a fixé le coût de ses abonnements à 3 000 francs CFA, soit environ 5 €, un tarif hors de portée pour certains parents. L'abonnement est assujetti au paiement d'un montant de 3 000 francs pour les élèves, de 5 000 francs pour les étudiants et de 7 000 francs pour les particuliers. L'abonnement les donne d'abord accès à la médiathèque. Ils peuvent utiliser le lieu pour apprendre des leçons, faire les exercices, faire des travaux de groupe et faire des recherches sur Internet. Il y a une certaine partie de la population où on avait jugé nécessaire de mettre en place un programme que l'on appelle médiathèque sociale, qui nous a permis d'inscrire gratuitement des élèves de la localité. Donc c'est dans ce cadre que des bonnes volontés et des entreprises dans le cadre de RSE nous ont donné une somme d'argent pour au moins inscrire un certain nombre d'élèves. Situation moins reluisante à Keur Massar, une autre localité de la banlieue dakaroise. Érigée en département en 2021, cette bourgade de plus de 500 000 habitants ne dispose d'aucune bibliothèque ou centre de lecture public. Les élèves n'ont d'autre solution que de se rabattre sur les manuels que mettent à leur disposition les écoles. On a ici, au niveau de l'établissement, une bibliothèque, là où vous allez trouver tous les livres dont l'élève a besoin. À partir de la classe de 6e jusqu'en 3e, vous allez trouver tous les livres dont vous avez besoin, que ce soit les ouvrages, que ce soit les autres livres que vous allez trouver dans les papeteries qui sont très chers. Cette absence d'infrastructures socio-éducatives a un impact sur le rendement des jeunes élèves. Aux alentours, il n'y a pas de bibliothèque. Maintenant, s'il y a un impact sur les élèves, là je dirais oui, parce que tous nos élèves n'ont pas accès à cette documentation. Comme Keur Massar et Bargny, toutes les communes situées dans la périphérie de Dakar souffrent de ce manque criant d'infrastructures socio-éducatives. Le reste de l'actualité à présent, commenté par Noël Donga et Suilas Bayi. Au Nigeria, 10 personnes ont trouvé la mort dans un naufrage mercredi. Un navire vétuste surchargé faisait la traversée du fleuve Niger dans l'état de Kebbi, dans le nord du pays, et s'est cassé en deux alors qu'il approchait le village de Samanadji, dans le district de Kokobessé. 10 corps ont été repêchés avec l'aide de plongeurs locaux, 10 autres corps sont recherchés et plus de 80 passagers ont été secourus. Les accidents impliquant des bateaux sont fréquents au Nigeria. Ils sont souvent liés à une surcharge des navires, à une vitesse excessive, à un mauvais entretien
et au non-respect des règles de navigation. En octobre, au moins 80 personnes ont péri noyées dans 2 naufrages. Le géant du commerce électronique Amazon a annoncé mercredi qu'il allait supprimer un peu plus de 18 000 emplois, y compris en Europe. Ce plan de suppression d'emplois est le plus important parmi les récentes annonces de réduction d'effectifs qui touchent le secteur de la technologie aux États-Unis. C'est aussi la réduction de personnel la plus massive dans l'histoire de l'entreprise de Seattle. Amazon a vu son bénéfice net baisser de 9% sur un an au 3e trimestre. Et pour le dernier trimestre, Amazon anticipait en novembre une croissance anémique au regard de ses standards. Le groupe doit annoncer ses résultats annuels le 1er février. La France va livrer des chars de combat à l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que la France livrerait à l'Ukraine des chars de combat légers de fabrication française à l'issue d'un entretien téléphonique d'1 heure entre les 2 dirigeants. C'est la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes. Le nombre de chars et les délais de livraison n'ont pas été précisés. Les ministres de la Défense français et ukrainiens vont définir les modalités. Emmanuel Macron a réaffirmé à Volodymyr Zelensky le soutien indéfectible de la France jusqu'à la victoire. En France, mercredi marquait la rentrée du gouvernement après les fêtes de fin d'année. Réunion autour du président Emmanuel Macron lors de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Crise de l'énergie, inflation, grève et surtout l'épineuse réforme des retraites étaient les dossiers à l'ordre du jour. Mathieu Nicolas. Arrivé à pied, le sourire aux lèvres pour certains, les bras chargés de dossiers pour d'autres, le gouvernement d'Elisabeth Borne a fait sa rentrée mercredi. Le premier conseil des ministres de 2023, présidé par Emmanuel Macron, avait pour but de faire un tour d'horizon des défis de l'exécutif. Premier dossier évoqué, la réforme des retraites. Le texte, qui fait l'objet jusqu'à ce mercredi de dernière consultation entre l'exécutif et les partenaires sociaux, sera présenté le 10 janvier. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que ces discussions ne sont pas des concertations de façade et que l'exécutif voulait trouver des solutions communes et partagées. Ce que nous disons, c'est qu'il y a plusieurs voies et moyens qui passent toutes par un allongement de la durée de travail tout au long de la vie, mais il y a différentes façons d'augmenter cette durée qui permettent d'obtenir un équilibre. Et c'est ce qui est en concertation avec le ministre du Travail, la Première ministre elle-même, avec les organisations syndicales et patronales. Malgré les concertations, le gouvernement a prévenu qu'en l'absence d'un accord avec l'ensemble des partenaires, il maintiendrait le projet de loi. Selon Olivier Véran, le chef de l'État aurait par ailleurs invité ses ministres à l'audace et à rester à l'écoute de toutes les préoccupations des Français. Parmi les préoccupations de l'heure, la gestion de l'énergie cet hiver en France. Selon le gouvernement, le risque de coupure de courant cet hiver semble s'éloigner. Le risque de coupure cet hiver semble s'écarter, notamment du fait d'une reprise progressive du fonctionnement de nos centrales nucléaires, mais aussi en raison des conditions météorologiques, chacun aura pu le constater, mais aussi en raison de l'effort réalisé par l'État, les entreprises et l'ensemble des Français en matière de sobriété énergétique. C'est donc une nouvelle plutôt rassurante, mais qui ne doit pas nous éloigner de notre objectif, qui est celui de la sobriété énergétique. Tandis que l'Union européenne a annoncé mardi une position commune sur le contrôle sanitaire autour des voyageurs venant de Chine, le porte-parole du gouvernement a confirmé que les tests obligatoires seront appliqués sans ciller. L'exécutif ne veut pas assister à une flambée épidémique après des efforts et sacrifices réalisés et surtout lorsque le secteur de la santé montre des signes de faiblesse. La Chine a appelé jeudi l'Organisation mondiale de la santé à adopter une position impartiale sur le Covid-19 après des critiques de l'OMS sur le bilan de l'épidémie fourni par Pékin. Je vous propose d'écouter la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La situation épidémique de la Chine est contrôlable. À mesure que la Chine ajuste ses politiques de prévention et de contrôle des épidémies, nous continuerons à organiser des échanges techniques et d'autres activités avec l'OMS. Nous espérons également que l'OMS tiendra une position fondée sur la science, objective et impartiale, et jouera un rôle actif dans la réponse mondiale aux défis de l'épidémie.
Les obsèques du pape Benoît XVI, décédé samedi dernier à 95 ans, se déroulent ce jeudi sur la place Saint-Pierre. Des dizaines de milliers de fidèles catholiques auxquels se mêlent chefs d'État et têtes couronnées ont effectué le déplacement pour faire leurs adieux à les souverains pontifes qui sera inhumé aujourd'hui à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Écoutons quelques fidèles venus à ces funérailles. C'est une belle émotion de voir le corps, même un peu transformé par la souffrance. Mais même en cela, le pape nous a donné un exemple de foi. L'exemple d'une foi lumineuse qui a illuminé son pontificat, mais aussi cette dernière ligne droite de sa vie. C'est un devoir d'être ici pour lui témoigner une grande reconnaissance et aussi notre attachement au pape François dont nous sommes les serviteurs. C'était une chose émouvante, impressionnante de voir tous ces gens venus voir le pape avec dévotion. C'est une émotion indescriptible. J'étais devant le corps du pape, je ne réalisais pas qu'il était là, que c'était vraiment lui. C'était vraiment une personne très humble, très compétente, préparée qui nous a appris à aller vers Dieu avec humilité et confiance. Un thon rouge de 212 kilos a été vendu pour 36 millions de yens, soit 257 000 euros, lors d'une traditionnelle vente aux enchères du Nouvel An, jeudi à Tokyo. Le prix pharaonique, près de 2 fois plus élevé qu'en 2022. C'est le prestigieux restaurateur de sushi Onodero Group et le grossiste japonais Yamayuki qui ont raflé la mise comme lors de l'édition de l'an dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Soukaina Scali pour l'édition du soir. En attendant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.